Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour une vidéo dans laquelle je vais vous dire pourquoi et comment passer les certifications Kubernetes. En effet, on voit sur LinkedIn et sur les blogs en effet des influenceurs tech, le terme Kubernetes apparaît tout le temps et il y a pas mal de gens qui souhaitent se lancer donc, sur Kubernetes et passer des certifications mais ils ne savent pas comment faire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il faut en effet se lancer sur Kubernetes et en plus comment passer les certifications y afférentes. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps et également du business, où j'accompagne des freelances à trouver des missions, mais également des salariés à se générer des compléments de revenus à l'aide de la formation. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et également à activer la cloche de notification. Et bien évidemment, si tu veux aller plus loin, il y a notre page LinkedIn où on publie des vidéos gratuites chaque semaine, des formations gratuites chaque semaine qui peuvent également t'intéresser. Et en parlant de gratuité, dans la barre de description, tu as un cadeau qui t'attend, 2 formations, Docker pour DevOps et Background pour DevOps, complètement gratuit, environ 5 heures de formation disponibles sur YouTube pour toi. Nous allons donc maintenant débuter notre vidéo. Comme vous le savez, ma méthode pédagogique, elle est très simple. Je pars d'abord des concepts de base, du pourquoi, avant de parler des technologies. Parce que si on se focalise sur la technologie, alors on perd l'essence même de la science. La science, ce n'est pas un appareil particulier, c'est d'abord des concepts qui permettent en effet par la suite de développer des outils. Bien. Donc maintenant que c'est précisé, vous connaissez déjà ma méthode, donc on va commencer par le pourquoi. Par le passé, on avait des applications que l'on considérait comme monolithiques, qu'on a décidé par la suite de déployer sous forme d'applications en effet cassées, découplées. Et là, on est donc passé des architectures monolithiques aux architectures microservices. Ensuite, on s'est dit, au lieu de les déployer sur une même machine, on va tenter d'avoir plutôt des machines virtuelles où on va déployer nos différents microservices. Ce n'est pas une mauvaise idée en soi, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait souvent avoir des interférences entre certains microservices en termes de dépendance et des librairies. C'était vraiment très important. Du coup, on s'est dit, ok, est-ce qu'on va éventuellement créer une machine virtuelle par microservice? Est-ce qu'en termes de coût, c'est acceptable? Les ops ont dit, on peut le faire, mais ça va être très coûteux. Du coup, certaines entreprises l'ont fait. Mais une autre solution, en effet, est apparue. Et on s'est dit, pourquoi ne pas, sur ces mêmes machines virtuelles-là, déployer nos microservices dans des conteneurs. Ah, ça a commencé à devenir très intéressant, les amis, très intéressant. Donc, on les a déployés là. Voilà. Tac, tac et tac. Donc là, on est passé en effet à la notion de conteneurisation. Donc, les microservices existaient avant que les conteneurs viennent. Il faut bien comprendre ces mécanismes-là. Les microservices existaient par le passé. Mais sauf que le but, c'était de moderniser leur déploiement et de faciliter le déploiement. Ça veut dire que dans le conteneur, on aura directement les dépendances, les librairies et aussi le code. Ça veut dire que le déploiement de l'application n'est plus conditionné par l'environnement où l'application sera déployée. Non, vu que tout est embarqué dans le package. Donc, en effet, ça a rendu les conteneurs populaires et on a vu des outils donc naître pour répondre à cette problématique. En l'occurrence, les conteneurs, les Docker, pardon, Docker. Et du coup, on a vu d'autres outils qui sont également nés comme conteneurs voilà, qui permettent d'exécuter les conteneurs. Maintenant, on est arrivé à une autre problématique. Parce que si là, vous avez 3 machines virtuelles, qu'est-ce qui se passe si cette machine virtuelle tombe ou cette machine physique tombe? Il faudrait bien que les microservices qui s'exécutaient dessus se déplacent pour aller sur les VM qui sont prêtes à les accueillir, c'est-à-dire qui ont suffisamment de RAM, de CPU et de disques pour les accueillir. Imaginez si vous avez 500 machines virtuelles en production comme ça va être extrêmement difficile de gérer. Ou encore,
Imaginez que vous souhaitez mettre par exemple cette machine en service temporairement, mais il faudrait éventuellement renvoyer les conteneurs sur d'autres nœuds. Ou encore, imaginez que vous souhaitez déployer un microservice sur un nœud en particulier. Comment forcer en effet pour que un conteneur s'exécute sur un nœud particulier parce qu'il a peut-être des propriétés particulières? Comment est-ce qu'on peut le faire? À l'échelle de 500 machines ou de 500 machines virtuelles ou de 500 machines physiques. Ça devient une problématique de gérer en effet les applications, les microservices, les conteneurs à l'échelle. Comment est-ce qu'on fait également pour gérer toute la partie mise à jour? Lorsque je vais vouloir mettre à jour l'image de ce conteneur-là, peut-être qu'on est passé de Python 2 à Python 3, mais comment est-ce que je fais pour moderniser en effet cet aspect mise à jour pour ne pas avoir moi-même à supprimer les ressources et à les recréer et à pouvoir faire le rollback en cas de problème parce que c'est des problématiques de production. Donc les développeurs ont adopté en effet Docker, mais sauf qu'il fallait également que les Ops, ceux qui maintiennent le système en condition opérationnelle, soient capables de gérer ces conteneurs-là à l'échelle. D'où la nécessité d'avoir donc des orchestrateurs, et des schedulers et la possibilité de créer des clusters. Alors, ces deux-ci sont semblables. Hein. Quand je dis orchestrateur, scheduler, on les met souvent dans la même catégorie. Ensuite, cluster. Ça veut dire que ces concepts-ci vont donc donner lieu à des outils tels que Kubernetes. Mais attention, K8s n'est pas le seul outil qui permet en effet d'orchestrer les conteneurs à l'échelle. Vous avez Docker Swarm, vous avez Cloud Foundry, vous avez encore pas mal d'outils dans ce sens, mais pas OpenShift. Attention, OpenShift se base en effet sur Kubernetes pour ajouter les couches qui vont bien. OpenShift n'est pas un orchestrateur de conteneurs. Non, c'est une surcouche en effet qui crée un écosystème autour de Kubernetes. J'ai fait des vidéos qui montrent la différence entre Kubernetes et OpenShift. Maintenant que cela est précisé et vous avez compris la pertinence d'avoir un orchestrateur de conteneurs pour gérer les conteneurs à l'échelle, Kubernetes est maintenant donc devenu l'une des normes de déploiement dans les entreprises. Parce qu'en effet, on peut facilement migrer nos applications d'un environnement à un autre. On peut également déplacer nos applications vers le cloud assez facilement parce que même les cloud providers fournissent directement des distributions de Kubernetes. Donc ça veut dire que ça devient la couche commune pour les devs et les ops pour soit le test des applications, leur déploiement dans divers environnements. Et lorsque sur les CV maintenant, on voit par exemple Docker et Kubernetes, du coup les RH sautent sur le profil parce que c'est les profils qui sont en effet demandés, aussi bien du côté des devs que des ops. Je ferai une vidéo où j'expliquerai pourquoi est-ce que même les devs doivent s'y mettre. Donc, ainsi présenté, on va donc voir comment préparer les certifications autour de Kubernetes. Après avoir vu la théorie autour de Kubernetes, nous allons maintenant voir comment vous former sur Kubernetes et quelles sont les certifications que vous pouvez passer en fonction de votre profil. Dans mes vidéos, je parle toujours en effet des personnes débutantes parce que je pense que ça correspond à 90% des gens qui sont dans l'informatique, qui débutent. On a très peu d'experts. Donc, au départ, il faut apprendre un outil de containerisation. Le plus célèbre, c'est Docker. C'est pour ça que je vous conseille d'apprendre Docker. Fabriquer des images, créer des conteneurs, les déployer, les pousser sur un registre, c'est très important. Ensuite, commencez à voir les bases sur Kubernetes. Comment est-ce que ça fonctionne? Quelle est son architecture de base? Comment est-ce qu'on fait pour déployer des applications basiques? Quels sont les objets? Pod, deployment, replica set. Ensuite, on a la spécialisation en fonction de votre profil. Donc, on a la certification CKAD pour les développeurs qui souhaitent en effet apprendre à déployer leur application sur Kubernetes. C'est très important, les applications sur Kubernetes. Donc, ça veut dire que si je suis développeur et que je vais travailler sur Kubernetes, du coup, c'est important en effet de passer cette certification-ci qui atteste de votre capacité à pouvoir matérialiser votre workload, votre application, architecture 2 tiers, 3 tiers, 1 tiers sur un cluster Kubernetes. Vous avez également celle qui est liée aux administrateurs, donc aux ops, avec la CKA qui permet de confirmer que vous êtes capable d'administrer un cluster Kubernetes, de le dépanner, le troubleshooter, de faire des upgrades, voilà, des nœuds, etc., et débugger même les applications qui sont déployées en production. Donc, c'est vraiment l'aspect administration du cluster. Que vous êtes capable de déployer le cluster de zéro, de mettre en place une architecture hautement disponible sur le cluster Kubernetes. Ensuite, vous avez la certification CKS qui, en effet, découle de la CKA. Donc, avant, les deux, en effet, représentaient la CKA, mais
comme la sécurité c'est un sujet vaste, ils ont décidé de l'externaliser et d'en faire une certification à part entière. Chacune des certifications, c'est environ 16 à 17 questions et c'est 2 heures. Ce sont des labs, c'est-à-dire on vous met sur des clusters et on vous dit faites ceci, faites cela, faites cela, faites cela. Je reviendrai sur comment passer la certification, mais là je vous présente déjà le processus pour vous faire certifier. Et les certifications sont gérées par la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Du coup, c'est eux qui gèrent la partie certification autour de Kubernetes et de pas mal d'outils open source, qui est bien sûr un enfant de la Linux Foundation. Linux, notre cher ami Tux. Bien, du coup, là c'est pour les admins, là c'est pour les devs, et là, c'est une nouvelle certification qui est née, je crois, ça fait 3-4 mois, qui s'appelle Kubernetes Certified Service, non pas Service Provider. Je voulais plutôt dire la toute nouvelle qui est liée aux architectures cloud native. Donc ce schéma-ci, en fait, il n'est pas bon. C'est plutôt les architectures cloud, c'est plutôt la certification Cloud Native Kubernetes App. Donc cette certification-là, en fait, là je vais mettre Cloud Native, voilà. Et cette dernière, en fait, permet simplement de valider votre compréhension de la nécessité de Kubernetes et comment est-ce qu'il peut s'implémenter. Donc, cette certification n'est pas vraiment technique, mais sauf qu'elle vous donne une vue d'ensemble de l'écosystème cloud natif avec Kubernetes. Donc, c'est sous forme de QCM qu'on la passe. Moi, je ne l'ai pas fait, j'ai fait juste ces 3-ci, mais j'ai certains étudiants qui ont fait la cloud native et elle est assez simple, hein. C'est des QCM. C'est aussi de la culture générale dans le monde du cloud, dans le monde du DevOps et bien sûr du rôle de Kubernetes dans cet écosystème cloud native là. Et nous avons donc des formations sur Kubernetes, sur ces différentes certifications. Donc on a un cours sur Docker que vous retrouverez dans la barre de description. On a un cours sur Kubernetes que vous retrouverez sur EasyTraining. On a la CKA, CKAD, CKS que vous retrouverez également sur easytraining.fr. Donc vous avez maintenant toutes les clés en main pour pouvoir vous former sur Kubernetes et passer les certifications après avoir compris la nécessité de l'avoir. Si ce contenu vous a intéressé, les amis, que vous l'avez trouvé intéressant et passionnant, n'hésitez pas à nous laisser un like, à partager également autour de vous parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se posent cette question et ne connaissent pas forcément quel processus suivre pour se lancer sur cette technologie-là. Et mon rôle en tant que formateur et pédagogue, c'est de les aider en leur donnant en effet un canal, une voie à suivre claire et précise pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. À très bientôt.